Bonjour, vous êtes sur Radio Gabon, votre émission Écosciences, l'émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on va parler d'épigénétique. C'est un concept nouveau et aujourd'hui, on dit que nous vivons peut-être le moment le plus important, sinon l'une des découvertes scientifiques les plus importantes dans le domaine de la biologie, de la génétique ces 20 dernières années. On parle de l'épigénétique peut changer notre vie. L'épigénétique peut changer notre vie. C'est une citation de Joël de Rosnay qui parle de l'épigénétique. Alors, pour le comprendre, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes sur votre émission avec notre chroniqueuse, Mademoiselle Boumou Lorraine. Bonjour. Bonjour Victor. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va de mon côté. Aujourd'hui, on aborde des questions d'épigénétique. C'est un nouveau concept. C'est un domaine de la génétique qui est très controversé aujourd'hui. Et pour le comprendre, on va essayer d'expliquer les bases. Pourquoi épigénétique aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? C'est quoi ses limites? C'est quoi son intérêt dans notre société aujourd'hui? Alors, pour commencer, on peut savoir d'abord ce qui se passe au niveau cellulaire. Bien sûr, avant de bien comprendre l'épigénétique, il est nécessaire de savoir la cellule, de comprendre la cellule parce que c'est à l'intérieur que ce processus se passe. Alors, la cellule est l'unité constitutive de base de tout organisme humain. Il travaille soit de manière isolée, soit de manière groupée. Et comment se compose une cellule? La cellule est composée d'une membrane plastique, d'un cytoplasme où on trouve le noyau, où on peut trouver aussi les mitochondries ou bien les chloroplasts dans le cas d'une cellule végétale évidemment. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le noyau. Le noyau est le centre de contrôle de la cellule, simplement parce que il est constitué de l'ADN, qui est le support de l'information génétique, universellement connu. Et ce que je peux dire de l'ADN, c'est quoi? C'est que c'est une macromolécule biologique qui est constituée d'une base, de 4 protéines, AGTC, qui signifie adénine, guanine, thymine et cytosine en fait. Ce sont des grosses molécules qui constituent l'ADN, c'est ça? En effet, ce sont des grosses molécules qui constituent l'ADN. D'accord. On retrouve le même ADN dans toutes les cellules du corps. Okay. Sauf que, évidemment, les cellules du corps ne marchent pas de la même façon, parce que les cellules cardiaques ne fonctionnent pas de la même façon que les cellules neuronales, par exemple. La différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, les gènes qui sont une partie de l'ADN ne fonctionnent pas de la même manière. En fait, les gènes, c'est la partie de l'ADN qui code une information génétique, un caractère en fait. Ce qui veut dire que le gène qui s'exprime dans la cellule cardiaque n'est pas le même évidemment qui s'exprime dans la cellule les cellules oculaires, par exemple. Très bien. Et voilà, c'est une grosse molécule, on parle de l'ADN. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'on est là pour introduire la notion d'épigénétique, c'est que le gène, il est transmis de génération en génération. Alors, comme le disait notre chroniqueuse, le gène est une portion d'ADN qui va coder pour un caractère. Et ce gène est constitué de macromolécules qu'on va appeler par exemple des nucléotides. Des nucléotides qui disposent de ce qu'on va appeler des bases azotées. Alors, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de comprendre effectivement comment justement on arrive à en parler de l'épigénétique au lieu de la génétique. Alors, on fait allusion aux modifications. Alors, ce que nous savions avant, ou il y a longtemps, c'est que le gène ou la modification qui était transmise de génération en génération émanait justement de la structure propre de l'ADN. Et aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas le cas. Alors, c'est pourquoi on va parler d'épigénétique. Alors, selon vous, comment tout ça a démarré? Évidemment, comme tu l'as très bien mentionné, jusqu'ici on a toujours cru que les modifications qui se passaient, qui se transmettaient de génération en génération, viennent d'une modification de la molécule d'ADN. Alors qu'on s'est rendu compte avec le temps, particulièrement dans les années 70 et 80, qu'en fait les informations qui sont transmises, parfois de génération en génération, ne sont pas forcément issues des bouleversements de la molécule ADN, mais bien, en fait les modifications sont faites en surface. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a des processus de bouleversement qui n'atteignent pas l'intérieur de la molécule, mais bien la surface en fait. D'accord. Alors, et donc, justement, et c'est justement ce qui rend ce processus inédit, parce que avant, comme on le disait, si on prenait par exemple le cas de certaines maladies génétiques, on pouvait remarquer par exemple que un gène
qui modulait par exemple un gène qui était, qui s'exprimait, pouvait impacter, disons, la structure même de l'ADN. Si on prend par exemple le cas de la drépanocytose, où on voyait que, en fait, l'information A était modifiée par l'information S. Et c'est ce qui donnait aujourd'hui la maladie héréditaire qu'on appelle la drépanocytose, où on remarquait qu'effectivement, la molécule d'ADN était modifiée dans sa structure même. Or, ce qu'on observe, et pour revenir à vous, c'est comme vous l'avez dit, c'est que la structure n'est plus modifiée. Par contre, il existe une certaine modification, mais qui est en surface. Oui. Et justement, c'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'épigénétique. Alors, l'épigénétique en elle-même peut se définir comme la possibilité de moduler l'expression de nos gènes par nos comportements, puisque nous sommes des individus, ou de façon générale par notre environnement. Oui. Comment vous le voyez, comment ça s'explique que, par exemple, une information concernant le gène peut être modulée et peut ne pas être transmise alors que la structure même de l'ADN n'est pas modifiée. Oui, alors, pour comprendre cela, il faut revenir à l'intérieur des cellules, en fait. Comme on l'a dit, certaines informations qui sont transmises ne sont pas issues de la modification même de la molécule d'ADN. C'est-à-dire les nucléotides. Voilà. En fait, il arrive que l'ADN est très long. Lorsqu'on associe tous les nucléotides, des milliards et des milliards de nucléotides, ça signifie que là, on arrive à un résultat où l'ADN mesure environ 2 mètres, en fait. D'accord. Et pour vivre dans une minuscule cellule, l'ADN a besoin d'être condensé. Et lors de cette condensation, c'est-à-dire que l'ADN va passer d'une forme en hélice, les 2 brins de ARN, pour devenir des chromosomes. Et à travers cette étape, l'ADN va se servir des histones. Les histones, c'est un corps constitué de 8 protéines qui vont aider l'ADN à passer de l'hélice, justement la forme de l'hélice, au chromosome en fait. C'est-à-dire quand ils vont être enchevêtrés. Et donc, à ce niveau, il arrive que l'histone qui contrôle alors la compaction de l'ADN crée la création d'acétylène. C'est-à-dire que cette acétylène va venir se former au niveau du A, par exemple, A qui est le symbole de adénine. Et en faisant cela, ça va bloquer le processus d'expression d'un gène en fait. C'est bien ce qu'on dit, que l'épigénétique en fait, ce n'est pas la molécule ADN qui est modifiée, mais c'est bien l'expression du gène en fait. Alors, et c'est très intéressant ce que vous dites parce que selon certaines recherches, on remarque bien que en fait l'ADN n'est pas modifié dans sa structure. Par contre, c'est un groupement méthyle. Pour les gens qui ne savent pas, un groupement méthyle, si on prend CH3, c'est ce qu'on appelle le groupement méthyle, qui va se fixer sur l'ADN, ou une autre molécule qu'on va appeler l'acétyle qui est le C5H, le C2H5, ou d'autres protéines, d'autres molécules, par exemple l'ARN messager, voilà, des microparticules d'ARN messager qui vont soit se fixer sur la molécule d'ADN afin de permettre soit d'activer ou de bloquer le processus de l'expression du gène. Donc en définitive, l'épigénétique, c'est en fait un impact sur l'expression du gène et non le gène lui-même, c'est ça? Oui, évidemment. D'accord. Donc, si cela est dit, alors, quelles peuvent être, par exemple, les conséquences de cela? Comment on explique aujourd'hui qu'un gène s'exprime et un autre pas? Comment on peut l'expliquer aujourd'hui par rapport à l'environnement? Par rapport à l'environnement, de manière concrète, des exemples concrets. Oui, des exemples concrets. Au niveau des plantes, etc. Est-ce qu'il y a des explications qui sont, disons, palpables, qui sont concrètes, qui peuvent expliquer ça? Alors, moi, par exemple, avant de vous donner la parole, hein, j'ai fait quelques recherches, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait déjà, comme on le disait, cela sème la controverse, parce que le concept même d'épigénétique aujourd'hui est encore discuté par la communauté scientifique. Et au départ, il y avait 2 postulats, c'est-à-dire le postulat de Darwin et celui de Lamarck. Voilà. Et on disait que le postulat de Darwin, c'est la modification du gène. Donc le gène se modifiait de façon au hasard. Et la structure du gène étant modifiée, et cette modification était transmise de génération en génération. Alors que Lamarck, de son côté, dira plutôt le contraire. Il dira c'est la fonction
hein, c'est la fonction qui crée l'organe. Il va prendre l'exemple des girafes. Ils vont dire, si les girafes, on observe un lin couche sur les girafes aujourd'hui, c'est justement parce que, en réalité, les girafes ont vécu dans un environnement qui leur permettait de s'alimenter à des hauteurs, d'accord? Oui. Et ce processus a entraîné, a influencé l'organe du cou, de telle sorte qu'on observe aujourd'hui la structure même, le phénotype qu'a la girafe aujourd'hui. Donc c'est ces deux concepts-là, mais à la fin on comprend que les deux n'avaient pas totalement tort ou raison. Parce que ça c'est lié aujourd'hui, parce que les études ont été approfondies pour comprendre qu'en fait l'épigénétique est un peu l'ensemble de tout ça, sinon un peu plus proche quand même de la marque. Parce que quand on dit qu'en fait l'environnement va influencer le gène et non le contraire. Et non le contraire. Alors, il y a des exemples de manière concrète à votre niveau que vous pouvez donner? Parce que moi, de mon côté, je peux en donner toujours. Hein. Oui, l'épigénétique au niveau des plantes, on a la plante Linaria vulgaris. D'accord. Normalement, sa fleur se présente dans une symétrie axiale. Vous voyez? Sauf que on a constaté que quand elle se multiplie, quand elle doit se reproduire, il y a cette même plante qui se reproduit, mais de manière différente de la base en fait. Là, il y a une autre symétrie, une autre manière de se présenter en fait, et qui peut se transmettre de génération en génération. C'est d'après les scientifiques qui ont étudié ce cas, c'est justement encore lié à l'épigénétique en fait. Il y a eu une méthylation au niveau d'une base en fait, et qui a fait que il y a eu des changements en fait que l'on observe sur la forme de la fleur en question. D'accord. Mais et moi, à mon niveau, il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut signifier, où on parlerait aussi d'épigénétique au niveau de l'embryologie, au niveau de l'embryon. C'est-à-dire, après la fécondation, on va observer une cellule œuf, il y aura la création d'une cellule œuf qui va, au fur et à mesure, donner des cellules spécialisées. On parle de la spécialisation des cellules. Alors, l'épigénétique expliquerait que, en fait, le fait d'avoir déjà des cellules à la base qui se ressemblent et qui vont prendre des formes différentes au fur et à mesure que l'embryon va évoluer, cela est dû à un phénomène épigénétique, c'est-à-dire que certains gènes vont s'exprimer sur certaines cellules et d'autres pas. D'accord? En disant par exemple que certains gènes qui sont responsables par exemple des processus liés au cœur vont s'exprimer et donner des cellules cardiaques. Et d'autres qui vont avoir un processus et d'autres gènes qui s'exprimeront, qui ont un caractère hépatique, vont donner les cellules du foie, ainsi de suite. Donc, le phénomène génétique, le phénomène d'épigénétique, excusez-moi, a toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, on en prend de plus en plus conscience. Et donc, au-delà de cela, vous avez aussi d'autres phénomènes un peu plus lointains, parce qu'à la base, ce phénomène a été observé à partir de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il y a quelques années, certains scientifiques ont fait des recherches en observant qu'une population qui a vécu de manière atroce avec la famine, la grande famine pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a observé que leur génération, leurs descendants avaient des problèmes à contracter des maladies facilement, etc. Et lorsqu'on allait voir, on a fait le lien et on a compris que, en fait, l'environnement dans lequel vivaient leurs arrière-grands-parents, c'est-à-dire l'environnement de guerre, avait impacté l'expression de leurs gènes. Donc, on parle de méthylation, justement, ou d'acétylation. Vous voyez un peu, donc, le phénomène d'épigénétique est très profond et pour dire, on pourra revenir là-dessus à la deuxième partie pour regarder quel est vraiment l'impact de l'épigénétique avec l'environnement, quel est vraiment le lien. D'accord. Bienvenue sur la deuxième partie d'Écosciences. Vous êtes sur Radio Gabon. Écosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous avons abordé la question d'épigénétique. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés. De plus en plus, on parle d'épigénétique. Alors, pour petit rappel, on disait que, en fait, l'épigénétique, c'est vraiment l'ensemble des mécanismes, puisqu'on parle d'épigénétique, on parle d'épigénome, c'est l'ensemble des mécanismes
qui impacte l'expression du gène. Et cette expression du gène est influencée par notre environnement, par nos habitudes, par notre comportement. Et alors, on a pris quelques cas pratiques qui pouvaient, expliquer ce phénomène d'épigénétique. Alors, un autre cas, par exemple, des jumeaux. Voilà, des jumeaux où on sait très bien qu'ils ont un même patrimoine génétique, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, au bout d'un moment ou au cours de leur vie, certains sont susceptibles de contracter certaines maladies et l'autre pas. Donc, cela peut être expliqué par des phénomènes épigénétiques où on disait qu'en fait, si on prend des jumeaux, un qui va vivre dans un environnement où il est exposé, par exemple, à certains vices, boire, fumer, prendre de l'alcool, et l'autre, par exemple, est dans un environnement beaucoup plus sain, c'est-à-dire un environnement où il y a de la méditation, où il y a du sport, etc. Alors, ces deux cas d'espèce, on va voir qu'il y a beaucoup de chances que ce dernier, c'est-à-dire celui qui mène une vie un peu, je vais dire, bizarre, d'accord, est susceptible de contracter certaines maladies, par exemple le cancer. Vous voyez un peu, par exemple le cancer, et on expliquait qu'en fait, cela était dû à l'environnement lequel il se trouvait, et cela impactait vraiment l'expression de ces gènes. Ça veut dire qu'il va activer de mauvais gènes qui vont produire un certain nombre de molécules qui vont favoriser ou accélérer certains processus qui peuvent produire le cancer, d'autres pas. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres phénomènes qui assimilent l'épigénétique, par exemple, à la sociologie. Oui, bien sûr. On pourra aussi se poser la question du lien entre l'épigénétique et le caractère sociable ou non des consommateurs des réseaux sociaux. Parce que ces dernières années, on a constaté que les réseaux sociaux sont très utilisés. Il est très rare aujourd'hui de croiser un adulte qui a un téléphone et qui ne possède pas un réseau social en fait. Donc tout le monde s'en sert. Mais on peut aussi constater que ça réduit la sociabilité des gens. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, tels que lorsqu'on a Facebook, WhatsApp, on est chez soi, on fait tout à partir de là, on commande à manger, on commente sur Facebook, on se produit sur TikTok. On est plus enclin de nos jours à rester chez soi et à réduire la sociabilité avec les autres en fait. Et la question est de savoir, est-ce que ce caractère de réduire la sociabilité entre les humains que nous sommes peut être, je veux dire, transmise aux générations futures, à nos enfants? Est-ce que cela veut dire que nos enfants seront beaucoup plus associables? Est-ce que cela pourrait dire? Tout est possible. En réalité, sans même parler d'abord d'épigénétique, la question de la sociabilité, accolée à la sociabilité a été posée depuis déjà en réalité. Parce que comme je l'ai dit, on constate que les humains sont de plus en plus isolés. On n'a plus ce caractère-là on n'a plus cette facilité à être en groupe, sauf si ce sont des cérémonies particulières. Chacun est chez soi, on ne fait même plus d'activités sportives parce qu'on est trop occupé sur les réseaux sociaux qui sont très addictifs en fait. Donc je pense que ça déjà c'est réel. Et donc est-ce que c'est étonnant que d'ici quelques générations, peut-être 20 ans, 30 ans, on se retrouve avec des gens cloîtrés chez eux, surtout qu'on sait que l'IA a déjà créé du travail sur les réseaux. Ce n'est pas si étonnant en fait que d'ici quelques années les humains s'isolent. Toujours à rappeler que le caractère épigénétique, les modifications dues à l'épigénétique qui empêchent l'expression d'un gène ou pas, peut être héréditaire mais pas totalement. Oui, et dire aussi que c'est réversible. Oui, et donc il y a des disons des études qui montrent qu'en fait le phénomène d'acétylation qui est à la base même de l'épigénétique diminue en fonction de l'âge. Ça veut dire qu'on est plus susceptible de transmettre des modifications dues à l'épigénétique lorsqu'on est jeune que lorsqu'on paraît moins jeune. Donc il y a ça. Aussi dire que finalement on est capable nous-mêmes d'influencer nos gènes et de donner plus tard ce qu'on voudrait bien que nos enfants soient par rapport au phénomène épigénétique. Alors, encore une dernière chose, c'est que on fait vraiment
le lien avec les neurologues qui parlent de plasticité cérébrale. Oui. Ça veut dire que, en fait, le gène est modulable en fonction de l'environnement et c'est vraiment le propre du cerveau parce que le cerveau, notre état cérébral, d'une année à une autre, peut varier. Par exemple, en fonction des expériences que nous vivons. Et cela aussi pourrait être expliqué par les phénomènes d'épigénétique. Autant de questions qui restent en suspens et que les scientifiques aujourd'hui restent toujours s'inquiètent et toujours curieux. Finalement, avant de clore cette émission, qu'est-ce que vous pouvez dire en gros sur l'épigénétique qui est vraiment très en vogue dans notre société? Ce que je peux dire, c'est que d'abord, tu as mentionné le fait que c'est source de dissidence, parce que chacun a un peu sa position. Tu as parlé de Lamarck, c'est bien ça, et Darwin. Je dirais que c'est souvent comme ça la base des sciences en fait. Il arrive qu'on sorte certains concepts, certaines idées, c'est d'abord débattu, etc. Après, ça donne toujours naissance à quelque chose de là. Donc, je pense que c'est quelque chose quand même de réel qu'il faut considérer. C'est vrai que ça paraît bizarre lorsqu'on parle d'habitude qui se transmet de génération en génération, tellement on est habitué au rôle de la modification même de l'ADN en fait, dans la transmission des caractères. Donc c'est vrai que ça peut être difficile à avaler au départ, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut ouvrir davantage. Il faut de plus en plus en discuter, mener des travaux scientifiques là-dessus et voir où est-ce que ça peut nous emmener en fait. Parce que comme on le dit très souvent, la science évolue avec le temps. La science n'est jamais figée. D'accord. Donc nous restons en cela avec c'est un concept qui est très très intéressant et nous restons ouverts à d'autres scientifiques qui voudront vraiment ouvrir le débat sur antenne pour discuter vraiment de long en large l'impact de l'épigénétique actuellement dans notre société. Vous étiez sur Ecosciences, la voix de la science au Gabon et à l'international. Ecosciences, c'est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. À très bientôt.